Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La réaction des autorités centrafricaines après la déclaration du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. La déclaration relative à la présence du groupe Wagner dans le pays. Son allégation a aussitôt provoqué la colère de Sylvie Baipo-Témon, la ministre des Affaires étrangères, qui dénonce des propos inacceptables. Les défis de la réglementation des changes pour les sociétés minières et pétrolières opérant au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À partir du 1er janvier 2022, ces compagnies devront s'y conformer. Et puis le programme alimentaire mondial en quête de financement pour assurer l'aide alimentaire dans l'est du Nigeria. L'organisme onusien a besoin d'au moins 55 millions de dollars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Eswatini marquait ces derniers jours par de violentes manifestations contre le régime. Durant une mobilisation organisée ce 20 octobre, la société civile a estimé ce jeudi qu'au moins 7 personnes sont décédées. La veille, le syndicat des fonctionnaires avait avancé un bilan provisoire d'un mort et de 80 blessés. Les protestataires avaient tenté d'investir les rues de la capitale, Mbabane. Initialement, la mobilisation avait été autorisée, puis finalement interdite par les autorités. Les forces de l'ordre ont été déployées pour tenter de disperser les manifestants qui réclament plus de liberté politique. À noter qu'une délégation de la communauté de développement de l'Afrique australe est attendue dans le pays. Les propos de mon homologue français sont inacceptables car mensongers. Ce sont les mots de la ministre des Affaires étrangères centrafricaine Sylvie Baipo-Témon en réaction à l'allégation de Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française qui, lors d'une interview, est revenu sur la présence du groupe Wagner en Centrafrique. Roberto Bogbe. Il pénètre dans un pays, il multiplie les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine. Voici la déclaration qui suscite la colère des autorités de Bangui. La capacité fiscale de l'État. Sur la chaîne France 5, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, fustige la présence du groupe Wagner qu'il qualifie de mercenaires en terre centrafricaine. Une déclaration qui intervient dans un contexte de tension entre Bangui, Paris et Moscou sur fond de retrait de l'opération Barkhane du Mali. Le fait de parler d'un pays qui est totalement accaparé et sur lequel, que ce soit mercenaires ou autres, selon ses dires, viennent se servir sur la bête, c'est mépriser un pays. Ce n'est pas normal. Il a un sujet avec le Mali qu'il traite avec les autorités maliennes. En quoi la République centrafricaine doit être une référence quand il doit traiter le cas du Mali ? Pourquoi systématiquement parler de la République centrafricaine ? Toujours vouloir désinformer pour montrer que la République centrafricaine, aux yeux du monde, que la République centrafricaine n'est pas en capacité de pouvoir diriger. Un accord hautement controversé entre une mission économique russe et la Centrafrique, accord qui comprend le déploiement de conseillers russes au sein de la douane du pays, suscite la polémique et la désapprobation des partenaires internationaux qui suspectent la mission d'être une émanation de Wagner. Paris ayant gelé une partie de son aide budgétaire, estimant que le président Touadéra est un otage du groupe Wagner. Dire qu'un président de la République est en otage, c'est une menace. Et ce n'est pas courtois quand on est en relation bilatérale et que l'on souhaite poursuivre des relations privilégiées. Ce n'est pas courtois, c'est même très condescendant. En septembre, la France, dressée contre une possible arrivée du groupe Wagner au Mali, annonçait pourtant vouloir lancer un dialogue constructif avec la Centrafrique. La tenue de ce dialogue reste incertaine. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a signé son grand retour en politique avec la création de sa nouvelle formation, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ce parti qui prône le panafricanisme concrétise sa rupture avec le FPI. S'il explique que cette nouvelle structure lui permet de préparer son retrait de la scène politique, l'ancien chef de l'État dit ne rien exclure en vue de la présidentielle de 2025. Philomène Tine.
Ancien président de la Côte d'Ivoire et maintenant président du nouveau parti dénommé Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, Laurent Gbagbo signe son retour dans l'arène politique ivoirienne. La création de ce nouveau parti traduit un changement d'idéologie pour son leader. Quant à sa place dans l'échiquier politique ivoirien, le PPACI, qui alimente déjà les débats et reçoit des adhésions, vient renforcer la vitalité démocratique selon certains acteurs politiques. La vie politique en Côte d'Ivoire est effectivement marquée par le retour en politique de l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc, il a lancé un nouveau parti politique, le Parti des peuples africains. Aura-t-il un poids dans l'échiquier politique ivoirien? Seule une élection est un baromètre pour déterminer du poids d'un parti politique. Donc, on observe et on attend. Seule peut-être la mobilisation pour des pressions, pour obtenir des satisfactions sur des points de revendication permettront de savoir quel est le poids réel. Sur la question de sa candidature à la présidentielle de 2025, Laurent Gbagbo entretient encore le flou. Pour des observateurs, le PPACI nouvellement créé pourrait bien faire rebattre les cartes dans la scène politique ivoirienne. D'autant plus que son fondateur n'envisage pas de quitter la politique. Ça va rabattre les cartes parce que le FPI de Afingé Sam n'est plus le seul parti de gauche. On attend le positionnement de Simon Gbagbo. Et en attendant de savoir quelle va être la possibilité pour Guillaume Soro d'entrer dans le débat politique, il est évident que ce parti va changer les donnes, bousculer les choses. Après le RHDP, le PDCI, c'est ce parti parce qu'il a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Si tous les députés adhèrent, il devient le troisième parti politique ivoirien. Au cours d'un entretien accordé à des médias au lendemain du congrès du nouveau parti, l'ancien président ivoirien a appelé le régime actuel à jeter les bases d'une vraie réconciliation nationale avant la prochaine présidentielle. L'ex-président espère également obtenir la libération de tous les prisonniers politiques pendant la crise de 2010. Dans l'actualité également, la tenue ce jeudi d'une conférence ministérielle internationale en Libye. Organisée dans la capitale Tripoli, l'événement a réuni une trentaine de délégations ministérielles provenant d'Égypte, de l'Italie ou encore de France. Objectif de cette conférence centrée sur la stabilité du pays, consolider le processus de transition. Parmi les principaux sujets abordés, le maintien du cessez-le-feu notamment, mais aussi la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir le 24 décembre prochain. À ce sujet, le Premier ministre Abdelhamid Beba s'est engagé à ce que le scrutin se déroule à la date prévue. La Libye, qui par ailleurs commémorait ce 20 octobre le 10e anniversaire de la mort de Mouammar Kadhafi. Le guide de la révolution a été tué en 2011 aux abords de Sirte dans des circonstances encore floues. 10 ans après sa mort, quel bilan politique et économique pour la Libye qui tente aujourd'hui de se reconstruire après des années de guerre civile? Élément de réponse avec Roberto Bogbe. En 2014, soit 3 ans seulement après le décès de Mouammar Kadhafi, la Libye bascule dans la guerre. Le nouveau gouvernement subit les attaques à répétition de groupes armés sur les installations pétrolières. Dirigé par les islamistes, le Congrès général national décide d'imposer la charia au pays et surtout de prolonger son mandat au-delà de son terme. C'est le début d'un enchaînement d'événements qui contraste avec les attentes d'une partie du peuple, pourtant euphorique il y a une décennie. Voilà la dictature dont on nous parle. Le problème de ce dictateur, c'est qu'il s'occupe de sa population. Et il a refusé de donner le pétrole libyen à ceux qui imposaient qu'on le leur donnât. Il a refusé cela. Voilà son crime. À la chute de Kadhafi, le général Khalifa Haftar, nommé chef de l'état-major des armées, tente de devenir le nouvel homme fort de la Libye, mais très vite, il est affaibli par Daesh qui s'implante dans la région de Sirte. Dans le pays, des pénuries succèdent aux pénuries. Malgré la reprise de la production pétrolière, l'inflation galope. Plus de 25% sur le pain, un aliment essentiel. Le ministère de l'économie du Congrès général national l'a récemment reconnu. La majorité des produits de première nécessité ont vu leur prix augmenter de plus de 50% en 2020. La Libye que j'ai vue, pas qu'on m'a raconté dans un livre, se présentait de cette façon-ci. L'électricité et l'eau gratuites pour tous les ménages libyens. Le pétrole, c'est-à-dire l'essence,
le litre à 0,55 €, c'est-à-dire quasiment gratuit. 0,55 € le litre pour tout le monde. Ce qui est mis à disposition de tous les étudiants libyens qui vont à l'étranger à partir de 1 500 $ de bourse chaque mois. Dans les années 2000, le PIB de la Libye par habitant était le plus élevé du continent. 10 ans après la disparition de Kadhafi, le bilan est particulièrement sombre. Seule satisfaction, les avoirs à l'étranger de la Libye ont été placés sous séquestre en 2011 par l'ONU afin d'éviter les détournements. Une manne qui, selon les experts, permettra de relancer le pays quand le calme sera revenu. L'échéance arrive à grands pas. À partir du 1er janvier 2022, les entreprises pétrolières et minières qui opèrent au sein de la CEMAC devront se conformer à la nouvelle réglementation d'échange. Dans le cas contraire, ces compagnies s'exposent à des sanctions. À plus de précision avec Philomentine. Une centaine de compagnies pétrolières et minières opérant dans la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, s'exposent à des sanctions liées à la non-application de la réglementation d'échange à partir du 1er janvier 2022. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, les sociétés extractives voulant se soustraire à la réglementation sont passibles d'amende de 10% pour non-rapatriement des recettes d'exportation. Ils pourraient subir la non-domiciliation de leurs opérations d'exportation et la suspension de l'ensemble de leurs opérations pour une durée allant de 1 à 9 mois. La réalité maintenant, c'est que les banques des compagnies dans ce secteur, généralement, sont des compagnies de nationalité étrangère. Comme il y a une centrale d'achat qui achètent donc toute leur production basée sur le continent et hors du continent, ces gens ne sont donc pas tenus de rapatrier ça ici en zone CEMAC, c'est ça le problème. Donc il était question de revisiter ces contrats-là et d'indiquer désormais le lieu de domiciliation de toutes les recettes d'exportation des productions minières enregistrées sur le continent et plus précisément dans la zone CEMAC. Entre fin 2019 et septembre 2020, la BEAC indique avoir reçu un total de 139 contrats et conventions pétroliers et miniers non conformes à la réglementation d'échange applicable en zone CEMAC. L'institution devrait mettre en œuvre l'exigence de rapatriement des devises de ces entreprises du secteur extractif. Donc il y a eu une sorte de laisser-aller, mais aujourd'hui, la Banque centrale est en train d'ouvrir les yeux et faire en sorte que tout ce qui est recette d'exportation des mines, que le rapatriement ait lieu. Mais je crois que ça va être une grosse bagarre avec les multinationales, parce que les multinationales nous considèrent ici en Afrique centrale comme des filiales. C'est pour cela que jusqu'à date maintenant, on a de graves soucis avec notre compte de réserve extérieure. En vigueur dans les pays de la CEMAC depuis le 1er mars 2019, la nouvelle réglementation d'échange a beaucoup fait évoluer les rapatriements et les rétrocessions. Elle a entre autres amélioré substantiellement le délai moyen de traitement des demandes de transfert au sein de la BEAC. Le dispositif réglementaire de la CEMAC repose sur la centralisation de tous les avoirs en devises des résidents de la BEAC. Dans le reste de l'actualité, la légalisation du droit à l'avortement au Bénin. Les députés ont voté cette loi dans la nuit du 20 au 21 octobre. Un texte qui permet désormais aux Béninoises d'interrompre leur grossesse jusqu'à 12 semaines. Dans les détails, la loi stipule que l'avortement peut être autorisé, je cite, lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale. Jusqu'ici, l'IVG était interdit au Bénin, sauf si la grossesse résultait d'un viol ou présentait un risque pour la femme. Ce texte est cependant loin de faire l'unanimité. Dans un communiqué, la conférence épiscopale du Bénin a indiqué que la légalisation de l'avortement est la culture de la mort. À l'heure où le risque de famine est bien réel dans le nord-est du Nigeria, le Programme alimentaire mondial lance un cri d'alerte. Lors d'un point presse organisé le 15 octobre, le porte-parole du PAM, Thomson Phiri, a indiqué que l'organisme onusien serait contraint de réduire les rations alimentaires dans les semaines à venir si aucun nouveau financement n'était perçu. Un coup dur pour les personnes déjà vulnérables. Gladys Mombard. Face au PAM désarmé, le nord-est du Nigeria est menacé. Le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. L'agence onusienne a besoin d'au moins 55 millions de dollars de ressources supplémentaires dans les semaines à venir pour poursuivre ses opérations dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, ravagés par la crise
et les conflits. La saison de soudure maximale s'est déroulée entre juin et août et juste après cela, les gens sont vraiment au bord du gouffre. Ce que je veux dire par là, c'est que nous aidons 1,7 million de personnes, parmi lesquelles 800 000 d'entre elles sont confrontées à des niveaux d'urgence. Les niveaux d'urgence ne sont qu'à un pas de la phase 5, c'est catastrophique, c'est à un pas de la famine. La faim sévit depuis 5 ans dans le nord-est du Nigeria. Si rien n'est fait d'ici fin octobre 2021, l'agence onusienne, à court de fonds pour la distribution de nourriture d'urgence, n'aura d'autre choix que de couper les rations alimentaires, ce qui toucherait plus d'1 demi-million de personnes déjà vulnérables, et ce, dès le mois de novembre. Ce qui rend cette situation préoccupante, c'est que nous fournissons déjà une assistance prioritaire. Il y a déjà eu des mesures d'austérité que nous avions mises en œuvre et la situation actuelle signifiera que nous n'aurons pas d'autre choix que de procéder à des coupes plus profondes. Nous avons besoin de toute urgence de 197 millions de dollars américains au cours des 6 prochains mois pour pouvoir soutenir nos opérations au Nigeria. Le PAM chiffre désormais à plus d'1 million le nombre d'enfants souffrant de malnutrition, alors que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a atteint plus de 2 millions en septembre 2021. Une situation préoccupante, aggravée par les retombées socio-économiques dues à la Covid-19, au prix élevé des denrées alimentaires et à l'approvisionnement alimentaire limité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.